Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, et après la date de l'abolition de la peine de mort, c'est la date officielle des élections présidentielles qui a été annoncée en Guinée équatoriale. Elles se tiendront finalement le 20 novembre 2022, soit 5 mois avant la date initialement prévue. Innovation en Afrique du Sud dans le domaine militaire. Le pays a lancé son nouvel avion militaire nommé Moari. Plusieurs forces aériennes ont déjà passé commande pour recevoir cet appareil de frappe très précis. Et enfin, les équipes africaines s'apprêtent à jouer plusieurs matchs amicaux dans le but de se préparer au Mondial 2022 ainsi qu'aux éliminatoires de la prochaine CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. On commence ce journal avec le démarrage le mercredi 21 septembre dernier des inscriptions automatiques des électeurs tunisiens non inscrits sur les listes électorales. L'annonce a été faite par voie de communiqué le jeudi 22 septembre dernier par l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'instance qui avait adopté le calendrier électoral des législatives du 17 décembre 2022 a précisé qu'il s'agit des électeurs qui auront 18 ans avant le 16 décembre 2022. D'après les récents chiffres, le nombre des électeurs tunisiens inscrits s'élève à 9 278 542. La date est tombée, c'est officiel. Le 20 novembre 2022 se tiendra les élections générales en Guinée équatoriale. Le calendrier électoral a été avancé de 5 mois, marquant ainsi des élections anticipées pour réduire le coût économique de ces élections. Une date décisive pour le pays qui a aboli il y a exactement un mois la peine de mort. Joël Balouf. Initialement prévue au premier trimestre 2023, l'élection présidentielle en Guinée équatoriale se tiendra le 20 novembre 2022, en même temps que les législatives et municipales. Cette élection anticipée de 5 mois fait suite à la baisse des prévisions économiques due à la crise économique mondiale multiforme actuelle, causée par la baisse persistante du prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux, la crise sanitaire générée par le Covid-19, les effets négatifs du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Une situation qui a réduit la capacité des finances publiques équato-guinéennes à faire face à 4 élections successives sur une période de 4 mois. La présidente du Sénat, Teresa Effoua Songo, a remis la loi au président de la République. Le président de la République a déclaré que le financement de plusieurs élections allait avoir un impact sur la situation économique du pays. Là, il a raison parce que l'organisation des élections a un coût très très élevé et la Guinée équatoriale qui traverse un moment très difficile actuellement n'est pas à mesure de mettre autant d'argent sur pied pour travailler pour les élections. Plusieurs enjeux entourent cette élection anticipée. Il s'agit entre autres de la désignation avant le scrutin des candidats des différentes formations politiques en lice. Rappelons que le parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE, occupe 99 des 100 sièges de la Chambre basse sortante et la totalité des 70 sièges du Sénat. Cela ne changera rien sur la situation politique dans le pays parce que, comme vous le savez, le Parti démocratique de Guinée équatoriale est presque un parti unique dans ce pays. Et ce parti a scellé une coalition électorale avec 14 autres formations politiques qui disent constituer la majorité présidentielle. L'unique parti qui s'appelle Convergence pour la démocratie sociale sera peut-être la seule formation politique qui va aller aux élections face au camp présidentiel. Donc le futur, je peux le dire sans me tromper, que le président équatorien sera réélu et il va continuer sa politique. Pour l'opposition, l'anticipation de l'élection présidentielle ne serait qu'une stratégie gouvernementale de conservation du pouvoir. Pour rappel, le 20 septembre 2022, la Guinée équatoriale a aboli la peine de mort, une démarche qui invite les institutions internationales à revoir leur regard sur le pays, souvent accusé de bafouer les droits humains. Et sachez que le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, qui dirige la Guinée équatoriale depuis 43 ans, briguera un nouveau mandat lors de la présidentielle de novembre. Il a été désigné à l'unanimité par le bureau exécutif du PDGE ce vendredi.
Toujours dans l'actualité politique, une réunion extraordinaire s'est tenue le jeudi 22 septembre dernier à Niamey, capitale du Niger, regroupant notamment les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel. La réunion avait pour but d'établir une nouvelle stratégie plus efficace pour lutter contre les forces djihadistes après le retrait du Mali en mai 2022 ainsi que de la force Barkhane. Cette force conjointe ne semble plus convenir depuis ces différents retraits. Pour rappel, le Mali s'était retiré de cette forte dite conjointe en raison d'une perte d'autonomie de cette dernière. Malgré ce départ, Mahamat Idriss Déby, président du gouvernement de transition du Tchad, et Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, avaient milité pour préserver le G5. La présence du Gabon à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, s'est bien fait ressentir. Et pour cause, dans son discours, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a balayé plusieurs sujets. Il a notamment insisté pour qu'une évaluation des progrès soit faite concernant la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Il a également mis en garde face à la montée en puissance de l'inflation qui impacte d'innombrables domaines partout dans le monde. Samantha Sabirou Saboubanga. S'exprimant mercredi 21 septembre 2022 à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba a abordé plusieurs sujets lors de son intervention allant de la crise environnementale à la sécurité dans le monde, l'éducation, la place de l'Afrique dans la sphère décisionnelle, mais aussi la santé et l'inflation. Je me réjouis de prendre à nouveau la parole avec gravité parce que la situation l'exige. En effet, nous sommes à une période charnière du système international alors que le monde se relève difficilement d'une pandémie et se trouve en proie à une crise multidimensionnelle. L'émergence de nouveaux pôles d'influence entraîne une cristallisation et commande que nous privilégions un dialogue permanent en vue d'un consensus global plutôt qu'un rapport de force dans l'approche des questions antagonistes au sein du système multilatéral. Face aux rivalités entre puissances et aux défis multiformes qui nous concernent tous, il serait dangereusement naïf de continuer à miser sur des rapports de force ou des positions unilatérales. À moins de 8 ans de l'échéance 2030, pour atteindre les objectifs de développement durable, le chef de l'État gabonais a souligné la nécessité d'évaluer les progrès contenus de la menace que la Covid-19 fait peser sur les économies et la persistance des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Nous sommes dans le dernier quart d'une année qui a vu les défis mondiaux s'amplifier, mettant à mal les efforts communs et individuels visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. À moins de 8 ans de l'échéance, il est crucial d'évaluer le parcours à l'aune de la menace que continue de faire peser la pandémie de la Covid-19 sur les économies. Une menace tout aussi insidieuse plane désormais sur nos économies. Cette menace, c'est l'inflation. Partout dans le monde, l'inflation atteint de tristes records. Personne n'est épargné. Les entreprises comme les ménages, le Nord comme le Sud, ces effets sont dévastateurs. Il nous faut donc agir. Notons que le Gabon prendra le 6 octobre prochain la présidence du Conseil de sécurité de l'instance onusienne. Dans l'actualité économique, les douanes togolaises et béninoises sont désormais interconnectées grâce au système interconnecté de gestion des marchandises en transit, le ZIGMAT. Le dispositif a été mis en place le mardi 20 septembre 2022 dans le but de contribuer à l'interconnectivité des systèmes douaniers et une meilleure coopération entre les deux administrations douanières qui permettrait notamment le dédouanement des marchandises. Le point avec Cheikh Omar Kamara.
Les douanes togolaises et béninoises sont désormais interconnectées. Les deux institutions sont reliées depuis mardi 20 septembre 2022 via le SIGMAT, système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Ce dispositif est censé faciliter l'intégration régionale et assurer la compétitivité des économies des pays de la CEDEAO. Il est tout à fait normal que la coopération qui se met aujourd'hui entre les pays de la zone soit encore une raison pour booster le commerce entre les pays et faciliter la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Aujourd'hui, avec l'interconnexion des douanes togolaises et béninoises, il va de soi que ça va faciliter le délai de dédouanement des marchandises et faciliter le transit entre le Togo et le Bénin. Ce nouvel outil de transit mis à la disposition des administrations du Togo et du Bénin permettra d'atteindre les objectifs assignés en termes de facilitation des échanges, de sécurisation de la chaîne logistique internationale. Il servira également de sécurisation des recettes tout en luttant efficacement contre toute forme de fraude douanière. Cela devait permettre à ce que lorsque les formalités douanières ont été faites déjà au niveau d'une des frontières, l'autre autorité douanière pourra rapidement suivre et savoir quel type de déclaration a été faite et comment faciliter la circulation ou bien le transit et le mouvement des biens entre les deux pays ou bien les venant d'ailleurs de l'étranger. Ça va faciliter, comme je l'ai dit tantôt, la mise en œuvre du tarif extérieur commun. Déjà actif dans les pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali, ce module permet notamment des échanges de données électroniques entre les systèmes douaniers. Ceci facilite et sécurise le mouvement des marchandises à travers les différents corridors commerciaux de la région en fournissant des informations numériques d'un État à un autre. Il a fallu attendre au moins 11 ans pour son développement. Il a désormais vu le jour. L'Afrique du Sud a construit son nouvel avion militaire nommé Mwari, un appareil de reconnaissance et de frappe de précision. Paramount Aerospace Industries, un groupe sud-africain de défense, a reçu plusieurs commandes de plusieurs forces aériennes pour son nouvel avion qui semble faire fureur. La première livraison aura lieu dans les prochains jours. Les détails avec Zahra Mohamed Moutiou. Dans cette usine de Pretoria, la construction du Mwari est en cours. Mwari, un avion militaire sud-africain, conçu directement dans le pays. C'est le premier jamais construit depuis près de 2 décennies en Afrique du Sud. Ces fabricants auraient déjà enregistré plusieurs commandes pour 9 de leurs appareils. Il faut donc accélérer la production. C'est un avion qui est délibérément conçu pour la surveillance, la reconnaissance et l'attaque légère. Et nous sommes particulièrement contents parce que nous sommes en phase de production maintenant et l'avion que vous voyez derrière moi avec toutes les personnes qui travaillent est en cours de préparation pour la livraison en fin de semaine. Le développement du Mwari a commencé en 2010. L'appareil de reconnaissance et de frappe de précision propose des capteurs avancés, des armes et une analyse de données en temps réel qui peuvent concerner un large éventail de missions dans des environnements austères. Cela nous donne du travail pour les 2 prochaines années et suffisamment de temps pour pouvoir trouver les prochains clients qui, nous sommes sûrs, seront là. Le Roy Volk, un hélicoptère d'attaque développé par la société d'État Denel dans les années 1980, a été le dernier avion militaire conçu et fabriqué en Afrique du Sud. Il n'a jamais atteint la production à grande échelle et la fabrication a pris fin au début des années 2000. Avec Mwari, la société Paramount souhaite relancer le secteur de la défense qui jouait autrefois un rôle majeur dans l'économie sud-africaine. À la page sport, les rencontres amicales se succèdent en vue des préparatifs de la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar, mais aussi des éliminatoires de la prochaine CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Les équipes s'apprêtent à jouer plusieurs matchs amicaux pour mieux se préparer à ces 2 grands rendez-vous. Le programme nous est dévoilé par José Douglas. Ce samedi 24 septembre, Bolivie-Sénégal à Orléans. À 19h, à guichet fermé, une forte mobilisation des Sénégalais est attendue. Les Lions seront ravis de retrouver leurs supporters pour démarrer la préparation pour le Qatar. Autre rencontre de ce samedi, Côte d'Ivoire, Togo, au Petit Quevilly, au stade Robert Diochon, pas loin de Rouen. On
est là pour travailler et puis on verra bien d'ici là où on en est. Bon, le plus important, c'est d'être prêt pendant les compétitions importantes. Il n'y a pas d'adversaire facile. Hein. Tous les adversaires aujourd'hui sont très bien préparés, sont mieux préparés qu'avant. Je pense que le football africain a beaucoup évolué durant ces dernières années. Et aujourd'hui, on voit que des compétitions comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique sont très très relevées. Donc voilà, il faut continuer on va dire, à être attentif à cette progression du football africain. Donc aujourd'hui, c'est des matchs forcément qui sont pas en jeu, mais pour la progression et pour l'état d'esprit du groupe, encore une fois, la progression de tous, je pense que c'est des matchs à prendre au sérieux. Les joueurs ivoiriens qui ont choisi leur quartier en région parisienne pour se préparer sereinement et en toute quiétude. Jean-Louis Gasset, le sélectionneur national, a rappelé des joueurs comme Wilfried Senghor ou encore Seko Fofana. D'autres cadres sont présents. Je crois que le coach compte sur toute l'équipe et tous les athlètes du club. On est tous motivés, on est tous conscients que la Coupe d'Afrique, on la jouera chez nous. Donc on travaille petit à petit, tout doucement avec un nouveau sélectionneur, un nouveau staff. Et ensuite, on aura le temps de tout mettre en place avant le juger. Les rencontres se poursuivent lundi 26 septembre, Nicaragua-Ghana, Égypte-Libéria et Côte d'Ivoire-Guinée. Mardi 27 septembre, Corée du Sud-Cameroun, Brésil-Tunisie au Parc des Princes. Un match très attendu également. Les Tunisiens qui ont péniblement battu les Comores 1-0 et vont poursuivre leur entraînement pendant tout ce week-end pour affronter les coéquipiers de Neymar. Le Paraguay sera face au Maroc et l'Algérie rencontrera le Nigeria. D'autres rencontres sont aussi programmées pour ce mardi 27 septembre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.